Hello être humain unique, je suis Léonie Méran et je suis une kiffeuse d'être humain, alors j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, je suis psychopraticienne en psychologie positive, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes dans leur quête de leur sérénité à eux. Donc, on les emmène vers une vie remplie d'expériences, de souvenirs, mais aussi de moments présents et surtout d'avenir. Aujourd'hui, je partage et enrichis avec passion, avec toi, ce sujet, et donc si ça te plaît, rejoins le cocon. Je tourne cette introduction depuis le cabinet 24. Tu as certainement découvert cet espace sur mes réseaux sociaux. Donc mes amis et des professionnels m'ont conseillé de faire cet ajout pour mieux comprendre qui j'étais et ce que je faisais. Alors maintenant, je te laisse avec la vidéo. Cette vidéo est dédiée à un sujet profond et universel, qui est le sentiment de liberté. Nous avons tous déjà ressenti ce désir ardent de nous sentir libres, de pouvoir prendre nos propres décisions et d'agir en accord avec nos aspirations les plus profondes. Mais est-ce vraiment possible? Et quel est le revers de cette quête? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble différentes approches et réflexions sur le sentiment de liberté. Que vous soyez à la recherche de réponses, de conseils pratiques ou simplement d'une réflexion profonde sur le sujet, bienvenue. Alors, prenez ce temps pour vous. Partagez-le et découvrons ensemble de nouvelles perspectives sur le sentiment de liberté. Bonjour Axel, je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Présente-toi, dis-moi qui es-tu, que fais-tu par ici Alors, je m'appelle Axel Paki, je travaille actuellement au Luxembourg dans un service leasing automobile. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens de voir pour participer à un bon podcast en tout cas et échanger avec toi sur un sujet que tu vas me donner, je pense, bientôt. Tu es le bienvenu, déjà. Nous, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, et en te connaissant, parce que ça fait des années qu'on se connaît, il y a quelque chose qui est frappant et marquant dans ta personnalité, c'est cette quête de liberté qui est presque sans fin. Et c'est vraiment le concept de liberté est très très vaste. On le fantasme, c'est un petit peu le goal, ce que tout le monde vise, mais parfois ça peut s'avérer se retourner contre nous à certains moments. Et toi, je trouve que tu illustres très bien ces deux côtés, et j'aimerais que tu nous partages ton expérience parce que elles ont été riches et variées, et notamment un beau voyage. Merci beaucoup pour toutes ces louanges. Beau voyage que j'ai choisi parce que je pars du principe que la liberté c'est quelque chose qu'on met en place ou c'est quelque chose qu'on va essayer de prévoir pour se sentir libre. Il y a pas mal le fait de vivre sur les instants présents, mais en fait de pouvoir vivre ces instants présents, ça se prépare un peu. Je prends l'exemple de partir faire du sport, être heureux et te sentir libre dans le sport, mais c'est toi qui as choisi d'aller faire du sport et c'est toi qui as mis en place le fait de faire du sport. Donc la liberté n'arrive pas par elle-même, elle se prépare pour toi? Pour moi, la liberté, c'est aussi un choix, dans le sens où on arrive un peu à faire tomber peut-être des carcans, des cadres, des choses que toi tu t'imposes ou que les autres t'imposent, ou de les remettre en question pour te dire est-ce que ça me plaît vraiment. À mon sens, la liberté peut être mise en parallèle avec le bonheur. On ne va pas se mettre dans un sentiment de liberté en étant malheureux. Je ne vois pas l'intérêt du coup. C'est dans cette démarche aussi là que je fais des choses, en tout cas que j'essaie de les entreprendre pour me sentir libre. Ok, et est-ce que tu penses que pour être vraiment bien ancré dans le présent et donc vivre cette liberté de presque l'insouciance de l'instantanéité, de la spontanéité, c'est important de créer un contexte dans lequel tu es sécurisé? Ou est-ce que c'est un petit peu le risque et tout ça qui t'excite et qui permet l'appréciation de cette liberté? En fait, c'est un mix des deux. C'est trouver en fait la jonction parfaite. Après, ça dépend des gens, ça dépend de tout le monde. Bien sûr. Entre la sécurité et l'insécurité. Certaines personnes ne veulent aucune insécurité. Moi, j'en ai besoin pour pouvoir rebondir, partir sur d'autres choses. Et c'est à mon sens qu'est le sentiment de liberté, pouvoir rebondir et avoir des choix. Et te dire que je me suis assez mise en insécurité pour pouvoir faire des choix et me dire demain je vais à tel endroit, je pars ici, je vais peut-être rencontrer une autre personne, et en fait se laisser de l'espace libre et incertain
pour avoir ce sentiment de liberté. De liberté, carrément. Et t'as eu un super voyage. Est-ce que ça a été le point d'ancrage où tu as vraiment réalisé ce concept de liberté, ou tu l'avais déjà avant? Parle-nous un petit peu de tout ça. Si j'avais réalisé avant ce qu'était la liberté avant ce voyage-là, oui. Non, en fait. Je pensais. Oui. Je pensais quand je faisais mes études que j'étais libre parce que j'avais un appartement, je vivais seul, donc je me sentais libre de faire ce que je voulais. J'étais pas encore conscient qu'il y avait un cadre scolaire, que j'avais toujours mon cadre parental, etc. Je prends conscience en grandissant aussi. À la fin de mes études, j'en ai vraiment pris conscience de ce qu'était le cadre scolaire, professionnel, parental, et je me suis dit, mais en fait, je vais sortir de tout ça. Et je parle pas de cadre amoureux non plus. Donc j'ai fait le choix de partir vraiment seul à l'autre bout du monde et de me dire, je me mets dans cette sécurité, dans le sens où j'ai un projet quand je pars là-bas. En l'occurrence, là, c'était de pouvoir m'acheter un van et de surfer. C'est très simple et vaut mieux partir avec des choses simples pour essayer de vivre des choses simples. Et en fait, ça m'a rassuré de savoir ce que j'allais faire là-bas, que j'avais un but qui n'en était finalement pas un. Une ligne rouge. Une ligne rouge, exactement. Une ligne rouge, c'est ça. Très bien, sur lequel tu peux agrémenter de justement les aventures qui vont se présenter à toi, c'est ça? Exactement. Okay. Le surf n'a pas occupé tout mon voyage. J'ai dû travailler, j'ai dû faire plein de choses, découvrir. Subvenir à tes besoins. Exactement, subvenir aux besoins, parce que bon, après, j'ai commencé, c'était pendant mon voyage, je me sentais quand même libre dans le travail. C'est-à-dire que j'allais travailler parce que j'avais besoin vraiment de payer l'essence, me nourrir, etc. Ce qui est normal de base, mais là en l'occurrence c'était pour continuer de vivre cette aventure. De kiffer. De kiffer l'aventure de vie. Donc l'objectif était clair, cohérent, avait du sens, et donc il n'était pas subi. C'est ça que... Il n'était pas subi, et en fait, il n'était pas subi parce qu'il n'y avait pas de préparation et pas d'attente. Est-ce que les attentes sont une entrave à la liberté? Ah, c'est une très bonne question. L'attente des autres, oui, à mon sens. Parce que si quelqu'un attend quelque chose de toi, c'est que tu as le choix, tu es libre de le faire ou pas. Mais ça dépend qui te le demande. T'as pas envie si c'est des amis qui me le demandent, bien sûr. Oui, et la nature de ce qui est demandé aussi. Bien sûr, tout à fait. Mais pour en revenir à la question exacte, les attentes, j'essaye de les formuler de façon les plus simple possible, d'avoir des attentes très simples et de pas en fait essayer de me projeter ou de viser je ne sais pas quoi, quel objectif. De complexifier les trucs. Toujours objectif simple. Exactement. Ok. Pour me sentir libre, de complexifier après. Ok, de colorer presque, parce que on complexifie, oui, mais c'est comme on parle du minimalisme qui est l'esprit pur, simple, il n'y a pas grand-chose, mais en fait c'est extrêmement compliqué de faire du simple. C'est vrai. Et donc c'est ça qu'on appelle la complexité dans ce minimalisme. Il y a quelque chose que tu as dit qui est super intéressant, c'est que avant tu avais un cadre scolaire, travail, parental. Est-ce que c'est vraiment inadéquate vis-à-vis de la liberté? Est-ce qu'on ne peut pas les corréler? Est-ce qu'on peut être heureux dans... Bien sûr, je pense qu'on peut être heureux dans le travail, on est heureux avec sa famille, je l'espère pour tout le monde, on est heureux en général, ça ne dépend que de nous en fait, ça ne dépend que de nous et de ce qui peut se passer autour de nous et de comment on va le prendre ou le supporter sur soi. S'il y a des choses qui viennent à être négatives autour de toi, je pense qu'il y a des démarches à avoir et des démarches à faire peut-être pour essayer de t'émanciper un peu de ce qui ne va pas et toujours rester libre et en phase avec toi-même en fait. Malgré les cadres de l'école, si l'école ne te plaît pas, essaye en fait de le tourner d'une façon à ce que ça puisse te plaire, de tirer le plus beau, de t'amuser en fait. Tout passe par l'amusement pour moi personnellement. J'ai besoin de m'amuser pour me sentir libre. C'est une question de perspective des choses, parce qu'en fait les choses elles sont toujours ce qu'elles sont, mais ça dépend de où on se place vis-à-vis de cette chose et l'appréciation qu'on en a. Souvent, donc on a une technique qui est super, qui est la méditation par exemple. La méditation, c'est de voir les choses, ces pensées passer devant nous et qu'on n'ait pas d'attachement ni d'aversion. Juste qu'on les regarde simplement
elles existent, elles sont là par elles-mêmes. Au moment de la méditation, c'est un moment où on n'a rien concrètement à faire pour les changer. Donc, on vient les observer. Et par cette technique d'observation et de mise à distance un petit peu des émotions, vu qu'il n'y a pas d'attachement ni d'aversion, on peut trouver la quiétude. C'est ce qu'on recherche un petit peu dans la méditation. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé la méditation dans des moments où tu subissais peut-être un petit peu et tu étais en manque de liberté? Je l'ai fait une fois quand j'étais à Cholet, un peu perdu au milieu de nulle part. Je me sentais très seul. Donc j'ai médité, je me suis rapidement endormi en fait pour tout pendant la méditation parce que je me sentais bien. J'essayais de voir un peu ce qui allait pas, et puis en fait tout commençait à se mélanger. Je me suis complètement endormi. Et ouais, en fait je sais pas si c'est se l'imposer de faire de la méditation ou c'est un vrai travail. Ça doit vraiment venir d'une démarche. J'arrive pas à le faire spontanément. Moi tout seul, je l'ai fait qu'une fois parce que voilà, j'en ai entendu parler, j'ai voulu essayer. Testé quoi. J'ai testé dans un moment où ça allait pas trop, je me suis dit bon bah vas-y, on va essayer ça. C'est le moment. C'est le moment, ouais, c'est un peu ça. Et je pense que en l'occurrence, tu vois, il y a une expression qui est assez connue, c'est qu'il faut réparer le toit avant qu'il pleuve. Méditer avant que ça aille mal pour te sentir prêt lorsque ça va vraiment mal. C'est plus dans cette démarche-là qu'il faudrait faire le truc, à mon sens, que vraiment quand ça va pas, c'est comme si je sais pas, on sauve la bague, ouais, c'est ça. Alors que t'as un pistolet sur la tempe, tu vois, c'est dans le sens, c'est un peu ça. Je comprends, ok. Et la première expérience, pour en revenir au voyage, parce que le voyage c'est vraiment, on le connote comme la liberté, il y a eu une expérience au Portugal qui a été la première fois que tu te retrouvais à prendre un avion de Paris vers Lisbonne, qui avait 1 ou 2 nuits de réservées, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as éprouvé un peu d'inquiétude? Est-ce que ça a été déstabilisant? Non, pas du tout, parce que déjà on était deux à être là-bas, deux esprits assez libres dans la façon de faire le voyage. Et en fait, encore une fois, il n'y a pas cette pression et d'attente, encore une fois, vis-à-vis du voyage et de ce que tu veux faire. On ne s'est pas dit, il faut faire ça, 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 ça. Est-ce que ça va rentrer dans les clous? Est-ce que ça rentrera pas? Comment on fait? Il y a zéro question qui se sont tournées autour de ça. Ça, c'est un stress déjà que je m'enlève et qu'il faut, selon moi, s'enlever quand on part en voyage ou en vacances. De te dire, à tout moment, ça peut vriller. Ok, on accepte le truc, on trouve des solutions et on est reparti. Même en organisant, il y a des moments où ça peut vriller. Et à mon sens, c'est plus en organisant que ça vrille. Parce qu'on a des attentes. On revient à la question d'attente. Donc de partir libre comme ça, sans savoir où tu vas, le voyage en l'occurrence au Portugal, cette première expérience, elle a pu me montrer que tout est possible. Et que tu étais capable. Et qu'on est capable. Et qu'il y a ce truc d'être capable de faire les choses sans prévoir, sans cadre. Encore une fois, parce qu'on en revient au cadre, mais tu as l'école qui t'en donne un emploi du temps. En fait, ça te ramène à toi-même et à tes propres envies. C'est des questions fondamentales qui, quand tu es dans justement le train-train de métro, boulot, dodo ou école, tu te laisses porter par des horaires, par des tâches, etc. Et on prend moins le temps de se questionner nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qu'on est vraiment capable, etc. En fait, je trouve que tu soulèves un truc qui est quand même très important quand on fait ce genre de voyage, c'est d'être bien avec soi-même, pour se sentir libre. Parce que mais ça prend du temps, ça. Hein. C'est pas quand on est bien avec soi-même qu'on part directement. Parfois, on a des questions, on est en quête et on les trouve pendant le voyage. C'est clair. Et c'est de se lancer. C'est de faire le pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais partir en voyage, qui ne vont pas dans l'organisation, qui ne vont vraiment pas le faire. C'est pas si je l'ai fait, franchement, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, parce qu'en termes d'organisation, je suis loin d'être le meilleur. D'avoir pris un avion, traversé le bout du monde, solo comme ça, tu m'aurais dit ça il y a 1 an, 2 ans, avant de partir, jamais d'avis. Genre, s'il n'y aurait pas eu de questions vis-à-vis de ça, là, il y a
un contexte, des contextes aussi qui faisaient perso qu'il fallait que je parte, enfin, il y avait ce truc-là de... Une urge, un besoin. Ouais, un besoin, un truc profond, tu vois, qui te... Les gens, j'en reviens sur les gens qui disent il faut partir, etc. Il faut que ça vienne vraiment du fond, il ne faut pas partir pour ça vienne partir, de soi. que ça vienne de soi. On en revient aussi à la confiance en soi, de me dire j'ai assez en confiance en moi pour me dire c'est bon, j'y vais, je pars, j'en ai besoin peut-être, j'ai juste une envie, enfin il y a plein de façons il y a plein de raisons de partir en voyage, il y a quitter quelque chose ou découvrir quelque chose. Donc à partir de là, une fois que tu as trouvé ta raison et ton fil rouge, pars. Et qu'est-ce que tu retiens dans les éléments principaux de ce grand moment de liberté qu'a été ce voyage en van, surf, Nouvelle-Zélande? L'amour de la route. Ouais. L'amour de la route, de se retrouver sur la route et de, en fait... de méditer, parce que c'est aussi de la méditation. Ouais, il y a pas mal de méditation à travers ça. Il y a surtout, pour moi, l'un des sentiments les plus forts que j'avais là-bas, c'était de quitter les gens. C'est-à-dire tu découvres des personnes, tu te retrouves parmi un groupe, ou face à face avec une personne. Tu vas passer 1, 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Il y a plein d'aventures qui se sont passées. Et à un moment, en fait, les chemins se séparent. Donc il y a ce truc là où tu ne réalises pas trop que tu ne vas pas revoir la personne, ou peut-être que tu la recroiseras, peu de chance quand même, et tu te retrouves tout seul sur les routes et tu te dis ok, next aventure, vas-y, c'est quoi, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, et en fait ce sentiment là pour moi s'enrichir vraiment... tout au long de la route, quoi. Et c'est ça la liberté en fait, c'est de s'enrichir tout au quotidien, totalement. C'est de ce truc là de te dire je sais où je vais, je sais pas ce qui m'attend. Ok. En fait. Et comment, c'est magnifique ce que tu viens de dire, mais comment tu as retranscrit ton apprentissage de la vie et de toi lors de ce voyage dans ta vie plus conventionnelle, c'est-à-dire travailler, parce que bon, il y a un moment il faut payer les factures, il faut commencer à avoir un toit et bâtir aussi des choses. C'est d'ailleurs très culturel. Après, on pourrait décider de vivre au jour le jour toute sa vie. Toi, c'est vrai que en rentrant, il y avait aussi cette volonté de te restabiliser, etc. Mais qu'est-ce que tu as récupéré de ton apprentissage du voyage et que tu as réinjecté dans ta vie? Est-ce que tu as eu un avant-après ou est-ce que tu es juste retourné dans une situation que tu avais quittée? C'est en cours. En fait, je pense que c'est en cours. Je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore su le réinjecter. J'essaye de voir comment je peux calquer ou essayer de calquer ce que j'ai vécu et ce sentiment de liberté dont je suis totalement tombé amoureux. Sur la vraie vie en quelque sorte, mais est-ce que la vraie vie ça peut pas être justement faire le tour du monde, voyager, etc. En fait ça t'ouvre une porte, j'ai mis le pied dans la porte, j'ai pas mis l'épaule, donc je suis conscient qu'elle reste ouverte et que j'y retournerai, ça c'est sûr et certain. Mais après comment, ça c'est la question que je me pose en ce moment, même tu parles du professionnel. C'est sûr qu'entre travailler au Luxembourg dans les bureaux ou être sur les routes à surfer, là, ça n'a rien à voir. Ah oui. Dans l'idée, ça n'a rien à voir. Donc je me dis, mais est-ce que ma place est vraiment là? Est-ce que je peux réussir à... On en revient au début de notre conversation. La liberté et trouver un prisme autour du travail qui est faire en sorte que je sois heureux malgré... la contrainte. En fait, malgré la contrainte, mais c'est le malgré la contrainte qui me dérange justement dans ce sentiment de liberté. Je n'avais aucune contrainte. T'arrives pas encore à intégrer la contrainte et l'accepter. C'est ça. Et de ne plus la voir comme une contrainte. Ok. Je sais pas. Et là, c'est en plein cours, c'est en plein remue-ménage dans ma tête à me dire, mais c'est même pas qu'est-ce que je fais là, c'est comment je peux faire pour faire autre chose. Je suis content d'avoir passé cette étape de qu'est-ce que je fous là et d'arriver à me dire comment je fais pour essayer de rester libre. Et émotionnellement, tu es comment depuis ce voyage? Le retour. Ouais. Depuis le retour à la réalité, quand je suis rentré, j'étais sur Paris. J'ai eu 2 mois de latence entre le début de mon contrat et la fin de mon voyage. Je me suis rendu compte que 2 mois c'était long en fait. 2 mois, le premier mois tu retrouves du monde, les gens te posent des questions, etc. Deuxième mois, tu dis, écoute, là je commence à me tourner un peu les pouces. Je veux dire, jouer à la play tous les soirs, au bout d'un moment, ça va bien 2 minutes. Ouais. Donc content de reprendre une activité professionnelle.
Mhm. Et là, l'activité professionnelle reprend et tu te dis, bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais non plus. Il y a un sentiment, c'était mitigé en fait. Je suis vachement mitigé dans ce questionnement-là en fait, qui est bon, je pense, qu'il faut avoir le plus tôt possible, en tout cas dans sa carrière professionnelle, de savoir vers quoi on se lance, dans ce dans quoi on aime travailler, etc. Donc ouais, sentiment mitigé. Tu passes partout en fait. C'est presque un deuil de voyage. Bien sûr. C'est presque, tu passes par des étapes en fait. Tu es triste, tu te mets à accepter, tu résilies, tu passes par tous ces petits trucs là jusqu'à une réponse à la fin qu'il faut donner. Et tu as l'impression d'avoir enrichi ton moi, où il y a eu un toi en Nouvelle-Zélande, hein, il y a un toi au travail, il y a un toi avec tes amis, où tu es toujours le même. Comment tu te situes par rapport à ton expression de toi? Il y a eu un mois en Nouvelle-Zélande que j'ai adoré. Le mois du cow-boy, le personnage que j'ai pu me donner, qui me faisait qui me faisait kiffer en fait pendant tout ce voyage. Mais c'est aussi le mois que j'ai avec mes amis en fait. Donc dans un sens, ça sera toujours moi. Je pense qu'à partir du moment où les gens me connaissent, ils peuvent voir qu'il y a le fond qui restera le même tout le temps et je peux être différent en fonction des gens. Adaptable, exactement. Parce que là, il y a un vrai sujet, on est multifacette. C'est une erreur de dire que voilà, moi c'est moi et qu'importe où je vais, avec qui je suis moi et je ne fais pas d'efforts à m'adapter à la situation. Et ça ne veut pas dire non plus que si on s'adapte à la situation, on est faux cul. Non, nous sommes des êtres humains adaptables et il est important qu'on s'adapte aux situations. Mais il faut pas non plus aller à contre-courant de qui on est, mais juste d'aménager plus dans la forme que dans le fond. Okay. À partir de ce moment-là, on peut modifier nos formes, garder notre fond, et puis continuer à progresser donc au travail. Oui, au travail, quand ça nous saoule, on n'est pas en train de dire oh, ça me saoule devant son patron, etc. Non, on se contente, on trouve des mécanismes, des exutoires pour pouvoir se libérer, se décharger un petit peu. Alors qu'avec ses amis, quand ça saoule, on se dit oh ça me saoule. Là, on peut le faire et c'est ça en fait, ça devient ça l'exutoire. Mais par contre, quand on est triste et qu'on se dit il y a l'autre qui est aussi super triste, on va essayer un peu de se contenir pour pouvoir le laisser s'exprimer parce que là c'est aussi son moment. Donc on est multifacette. Tu le ressens ça dans ta vie? Je le ressens beaucoup et en fait tu disais que professionnellement tu te contiens un peu plus. Justement ça fait partie des questions que je me pose, à ne plus me contenir au taf ou au travail en tout cas et me dire en fait si quelque chose me saoule, je vais le dire de façon politiquement correcte vis-à-vis du travail. Avec la forme. Avec de la forme. C'est ça, on peut tout dire. La forme, avec on de la peut forme. tout dire avec de la forme. Mais ça encore, c'est quelque chose qui n'est pas donné, qui n'est pas facile, parce que tu peux avoir, je sais pas, une erreur de jugement vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi, et ça, faut le prendre en compte aussi. Ça peut être pire en fait. Tu peux essayer de faire quelque chose, tu dis je fais quelque chose de bien, tu te rends compte qu'en fait c'est devenu pire. Avec de bonnes intentions, on peut faire de gros dégâts. Et avec de mauvaises intentions, parfois on peut faire du grand bien. Et c'est vrai, c'est un peu le paradoxe qu'il y a là-dessus. Est-ce qu'il y a une partie chance là-dedans? Je pense aussi, mais la chance ça se provoque et ça s'établit et ça se saisit. Ça se saisit aussi, exactement. Tu vas, par exemple, dans le travail, moi ça fait que 2 semaines que j'ai commencé, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein d'idées, même que ce soit vis-à-vis de moi ou des gens avec qui je travaille, j'ai plein de choses à dire, je me contiens parce que je ne les connais pas tous, j'attends de voir comment ça marche, je m'adapte. Moi en premier, c'est à moi de m'adapter, c'est moi qui suis nouveau. Comme en Nouvelle-Zélande. C'est à moi de m'adapter, c'est moi qui suis nouveau, je regarde. T'imposes pas ton style. Absolument pas. Non. Mon style de la Nouvelle-Zélande, c'est eux qui me l'ont imposé, tu vois. Oui. Dans l'idée, genre le chapeau de cow-boy, jamais je mets ça en France. Et tu t'es senti libre là de le faire. Libre de le faire parce que là-bas aussi c'était accepté. Oui. On en revient à l'acceptation. Et après, tu peux le porter en France, mais parce que toi, tu as accepté le fait de le faire. La moustache avant la Nouvelle-Zélande, je l'avais jamais portée. Et je l'ai accepté parce que la Nouvelle-Zélande, et de me dire, en fait, là-bas, c'est possible, pourquoi pas chez moi aussi.
C'est ça. Mais on porte les choses, on accepte les choses et après, c'est plus qu'on impose son style, c'est qu'on porte son style. C'est ça. C'est un peu ça. Mais la liberté du style aussi, c'est un très grand sujet. Tout à fait. C'est le reflet du moi. Ça s'exprime de plein de façons, que ce soit dans ses activités, dans son style vestimentaire, dans sa façon de parler, dans rien que la culture qu'on essaye d'acquérir à travers les diverses formes qui existent. Il y a une expression du moi qui est quasi constante. Parce que même quand on ne l'exprime pas, on s'exprime quand même. Même quand on ne l'exprime pas, on s'exprime quand même. Oui, je suis d'accord. La non-communication est une forme de communication. Aussi. Non-verbal. Et voilà. Mais oui, après, moi je pense que le gros défaut que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai besoin de l'acceptation des autres ou de me sentir accepté par les autres constamment. Si je me sens pas accepté, je me sens pas libre. Donc que ce soit c'est pour ça que j'ai du mal à être avec des groupes de personnes, avec du monde, etc. Parce que je ne peux pas être accepté par tout le monde. T'as besoin qu'on t'aime ? Oui, mais bien sûr. Tout le monde a droit et tout le monde devrait se faire aimer. Donc, pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait. Et en fait, à partir du moment où je ne me sens pas accepté dans un endroit, je me dis qu'au plus profond de moi, je n'ai rien à faire ici. Alors que peut-être que j'ai une place qui est donnée par d'autres personnes, mais moi, personnellement, je ne me sens pas bien dans cette place-là. Okay. Et je n'arrive pas à m'imposer. Okay. Où je sais que ça va être vraiment un très long travail et il faut que je trouve derrière un intérêt à quelque chose qui soit vraiment captivant, où je me dis, mais j'ai vraiment envie de rentrer dans ce projet, dans ça, d'y participer. Et si je me sens pas accepté, c'est mort. Et on parlait tout à l'heure de la façon dont on peut tout dire, mais la forme est primordiale. Est-ce que tu connais la communication non violente ? En fait, c'est quoi la communication non violente ou bienveillante ? C'est apprendre à diriger son attention. Ça repose sur une pratique du langage qui renforce notre aptitude à conserver notre qualité de cœur, même dans des conditions éprouvantes. L'objectif est de se concentrer sur ce qui fait la valeur profonde des interactions humaines et nous aide à les vivre avec cette conscience. La démarche, c'est d'exprimer ses intentions, l'observation, les sentiments, le besoin, et puis ensuite de formuler une demande de connexion, de reformulation ou encore d'action. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à lire « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » de Marshall B. Rosenberg. La communication non violente, c'est une façon de s'exprimer en prenant en considération les émotions des autres et les siennes. Donc, par exemple, voilà, tu es heurté par ta maman qui ne veut pas te faire ton gâteau préféré, et ça c'est terrible pour toi. Et donc, tu vas lui dire... T'es sérieuse, t'es pas sympa, tu me fais pas mon gâteau, tu sais très bien que ça me fait plaisir, et tu veux pas le faire, ça fait 6 mois que je suis pas là, et ça te fait du mal. Ça, on est sur une communication qui est plutôt violente. Dans une communication non violente, c'est de se ramener un petit peu à soi et de ce qu'on ressent, c'est-à-dire... voilà maman, j'aurais tellement aimé avoir un gâteau et c'est quelque chose que j'aimerais encore parce que ça me fait plaisir de manger ton gâteau parce que je le trouve très bon. Ça me fait plaisir que tu puisses préparer quelque chose pour moi. Et est-ce que c'est quelque chose qui te plairait de partager avec moi ? On n'est pas dans l'agression en face, donc elle n'est pas en train de recevoir tous les pics de « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» la culpabilisation de tout, la culpabilité à fond, où en fait elle va avoir plutôt un mécanisme de défense, à dire « il est sérieux ?» Non, comment il parle ? Et en fait on va sortir du sujet principal. Toi, ça va te monter encore plus parce que, attends, on parle pas de ma façon dont je parle, là on parle du gâteau. Et après c'est le serpent qui se mord la queue. On rentre dans un cercle complètement vicieux. De venir parler de ce qu'on ressent nous et de ce qu'on aimerait nous, sans l'imposer à l'autre, ça permet à l'autre d'observer la situation et de prendre une place dans la situation. Alors soit, elle a 2 choix, parce que ça ne veut pas dire qu'elle va forcément le faire, ce gâteau, si elle a pas envie de le faire. Mais elle pourra t'expliquer elle aussi, plus convenablement, le fait que, oui mais bon Axel, moi ce gâteau-là, j'en ai marre de le faire et viens on fait autre chose.
Parce que peut-être que, voilà, ça vient, c'est elle qui n'a pas envie de le faire. Ou elle va te dire, oh, je ne savais pas que ça te faisait aussi plaisir. Eh bien, écoute, je vais faire ce gâteau parce que ça va te faire plaisir. Et là, on rentre sur une communication qui est un petit peu plus équilibrée. Parce qu'on n'est pas là pour attaquer les autres quand on ne les comprend pas dans leur comportement ou dans leurs actions, mais plutôt de se placer en l'expliquant ce que nous on ressent, et ensuite de poser les questions nécessaires pour que l'autre puisse y répondre et que toi tu aies les explications que tu ne comprenais pas. C'est cette injustice parfois. Directement les aboutissants de Exactement. la discussion. Et ça peut se faire et se mettre en place dans toutes les situations de la vie. Il faut pas non plus que ça soit une contrainte. Où on se dit, oh là, il va falloir que je présente super bien les choses, parce que sinon... Non, il y a des moments, c'est de la spontanéité. Et puis on peut aussi dire, bon, merde, là tu viens de me saouler, quoi. Ça existe. Mais de pas rentrer dans une attaque constante. Et d'exprimer une émotion, mais ensuite de revenir sur de la communication. Communiquer, on est ensemble, on est deux. Pas de savon, quoi. Et du coup, ça permettrait d'être plus libre de demander les choses. Oui, et d'exprimer ce qu'on ressent aussi. Tout à fait. Okay. Parce que est-ce que c'est pas aussi d'être libre que de pouvoir s'exprimer comme on est et de se sentir libre de dire quand on est triste, quand on est heureux, et de ne pas se contraindre. Oui. Faut pas avoir peur du jugement. Si on part du principe de vivre dans un monde un peu idyllique, avec des personnes qui vont être dans ta tête et comprendre tout à fait ce que tu veux. Ouais, ça serait génial. Oui. Ou peut-être un peu bizarre parfois. Oui. mais dans un sens, j'aurais pas envie que mon patron ou mon manager puisse comprendre à chaque fois dans quel sentiment je suis, parce que dans la vie, il faut aussi savoir se faire du mal. Parce que tu es obligé de faire certaines choses, il faut savoir l'accepter, c'est ce que je crois que je suis en train de travailler. Et en fait, si lui avait toutes les clés de tout, ça n'aiderait pas, dans un sens où on n'a pas forcément tous envie ou le besoin parfois de s'exprimer, de dire les choses. On peut les garder pour soi et de faire en sorte que ça ne fasse pas de vagues. Et qu'on le décide, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne pas le dire, mais le but, avec la psychologie positive par exemple, c'est de passer de subir le fait qu'on ne le dise pas parce qu'on se sent contraint de ne pas le dire, à décider de ne pas le dire si pour nous ça n'a pas de sens, ou décider de le dire si pour nous ça a du sens. Mais c'est d'être plus en capacité de faire de façon alignée avec ce que l'on ressent et ce que l'on pense, sans faire mal à autrui. Alors après, l'autre pourra avoir mal. Oui. Mais nous, notre but, en tant qu'être humain responsable aussi de être dans l'humanité, c'est de pas non plus blesser les autres outre mesure. Bien sûr. Oui. Mais ça, c'est un jugement à prendre en considération. C'est un équilibre. C'est ça, c'est un équilibre. On en revient au choix, t'es libre à partir du moment où t'as le choix. Exactement. Donc si tu as le choix de te dire j'ai envie de mal parler à mon patron parce que c'est ton choix, il y aura des conséquences et il faudra les prendre en considération. Si je choisis de faire le dos rond tout en sachant qu'il pourra continuer à te taper dessus, c'est un choix qui est difficile mais qui ne vaut mieux pas avoir, je pense. Mais ça reste aussi, parfois il faut faire le dos rond. Tu peux pas, si ton patron te dispute, tu peux pas l'envoyer se faire foutre ou de l'engueuler autant que ce que toi il peut t'engueuler. Il y a des choses, là en fait on en vient sur la hiérarchie. Et ça c'est la hiérarchie des postes, des fonctions, mais la hiérarchie humaine. Les deux, parce que tu peux avoir... moi, en tout cas, j'essaie toujours de me placer sur le même niveau de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai quelqu'un de dur, je vais faire en sorte d'être dur ou non, en fait. Si la personne va s'imposer, je vais essayer de m'imposer. Si s'impose comme quelqu'un de difficile, je vais m'imposer comme quelqu'un de non pas de facile, mais je vais essayer d'aller le taquiner, d'être moi qui... Enfin, de la façon dont je communique, c'est beaucoup dans le second degré, etc. Il y a bien sûr toujours du sérieux. Mais si la personne n'a aucun second degré, je vais essayer d'aller le piquer et savoir si vraiment il en a ou pas. Et lui, dans son jeu, il va vraiment savoir si je vais avoir du sérieux ou pas vis-à-vis de qui je suis. Et en fait, ça, les deux sont libres d'interpréter ça à leur façon. Et si une personne impose, moi j'en impose. Si on n'impose pas,
je me mets dans une position un peu plus calme, tu vois. Donc c'est ta façon d'être libre, de te sentir libre dans des échanges humains. Bien sûr, Okay. c'est se mettre au niveau des autres et en fait finalement c'est s'apprendre. C'est apprendre et s'adapter. Tu t'adaptes. Et qu'est-ce que tu penses de tomber dans le jeu de l'autre? Et ben ça se sent. Ça se sent parce que tu peux même faire exprès de tomber dans le jeu de l'autre pour voir jusqu'où il va. Et ça, je trouve ça aussi intéressant parce que du coup, les cartes, c'est toi qui les as et lui, il pense que c'est lui qui les a. Et c'est plus intéressant encore ce parallèle-là parce que c'est toi qui fixes les limites. Et ça vient d'un sentiment de supériorité ou justement d'égalité vis-à-vis de l'autre pour toi? En fait, si la personne va chercher à jouer en face de toi, c'est qu'elle part déjà du sentiment qu'elle a les cartes en main. Moi, je pense que c'est plus dans un effet de surprise que de vouloir de lui dire mais en fait, je ne suis pas forcément la personne à qui tu pensais être en face. Enfin, tu t'es trompé sur moi et de lui faire comprendre par elle-même. Tu dévalorises les autres qui t'attaquent ou qui sont pas exactement très appropriés. Tu les dévalorises en tant que personne ou simplement tu le prends en compte comme juste c'est un être humain qui est comme ça, il fonctionne comme ça et moi je m'adapte par rapport à ça pour me sentir libre à ses côtés, d'être qui je veux et de pouvoir faire ce que je souhaite dans l'intérêt de l'entreprise par exemple ou dans l'intérêt de ma vie et de mon bonheur dans certains autres. Comment tu te situes? Je le dévalorise pas, je le pointe du doigt dans le sens où je vois très bien à quoi tu joues. Enfin, je le fais comprendre. Tu lui pointes l'histoire. Si c'est par rapport à moi, oui, bien sûr. Je pointe du doigt en disant voilà, je sais très bien à quoi tu es en train de jouer vis-à-vis de moi. Après, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Soit elle va continuer à mettre le doigt dedans et là, y aller jusqu'à amène. Au bout d'un moment, bah, tu prends les mesures qui s'en imposent, donc tu te laisses pas faire. Ou justement, tu peux te laisser faire dans le cadre où, ce que je te disais juste avant, pour voir jusqu'où la personne peut aller en face et ainsi l'apprendre, parce que tant que la personne te parlera, t'en apprendras plus sur elle. Donc à partir de là, c'est toute une vision un peu strate de la. C'est de la stratégie, ok. C'est un peu strate de savoir, voilà, là on parle vraiment business. Ouais, bien sûr. Amicalement, non, je suis avec les poteaux, il n'y a pas de. Partir. Mais c'est vrai que pour toi, comme le contexte de liberté, tu te sens libre avec tes amis, tu te sens libre quand tu es en voyage seul, en rencontré, et que tu te sens moins libre au travail. C'est pour ça qu'on fait une emphase sur le travail. Je comprends bien. Très bien. Un peu plus dans ce truc-là, et que en fait je n'arrive pas à avoir. Je suis d'un naïf de base je suis un naïf, et en fait en voyage ou avec mes amis, je suis dans un monde de bisounours. Il y a plus ça. Tu te penses quelqu'un de tolérant? Oui, beaucoup. Tolérant de tout. Et c'est quoi la tolérance pour toi? Pour moi, la tolérance, ça va être d'accepter, peu importe d'où, de qui, que ça soit des idées, que ça soit des personnes, que ça soit des... En fait, la tolérance vient avec la curiosité, à mon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es curieux, tu es tolérant à tout écouter, à tout entendre et à tout comprendre aussi. Parce que parfois, voilà, si on en vient sur des idées, que ce soit plus politique, etc., on a tous nos idées, on peut tous être tolérants et curieux à savoir comment ça se passe chez les autres, sans forcément rentrer dans cette confrontation-là. Et ça, c'est de la liberté aussi. Et est-ce que y a une part de jugement dans la tolérance? Donc juger si c'est tolérable ou pas? Est-ce que tu juges l'autre quand tu es tolérant avec l'autre? Non. Enfin, non, je pense pas. Si, je sais pas dans la définition, du coup, c'est une bonne question, mais... Dans la tolérance, il y a une part de jugement, c'est de juger l'autre dans l'erreur, mais accepter qu'il vive selon ses opinions, et etc. Donc effectivement, il y a de la curiosité. La curiosité, par exemple, mais il y a du jugement. Un platiste, une personne où, voilà, ça peut être un grand débat qui enflamme tout Internet, etc. Je serai à l'écoute de ce qu'il me dit, je n'ai pas la même vision des choses. Ça. Je ne suis pas d'accord, je juge. Exactement, je ne me porte pas garant ou caution de ce qu'il va dire. Et pourtant, mes mecs, raconte-moi alors, pourquoi. Je l'entends, je peux entendre. Et je suis curieux en fait, surtout curieux de voir, pareil, sans jugement, sans rien qui va autour, c'est que
crois en ce que tu veux en fait, mec. Et ça t'apporte quoi tout ça? Énormément de richesse, parce que ça me permet d'être encore plus libre. D'élargir les spectres, quoi. Exactement, et puis de savoir de quoi je parle en fait. Et de savoir ce qui te parle à toi, ce qui ne te parle pas, et de te connaître toi aussi. Faire le tri. Mais bizarrement, j'arrive pas à l'appliquer au taf. Donc, c'est pour ça que c'est une grande question. Il y a des techniques qui peuvent se mettre en place en psychologie positive par rapport au travail, notamment parce que oui, c'est soumis à beaucoup de responsabilités qui peuvent être coinçantes, d'horaires, par exemple financièrement aussi, avec toute la gestion humaine si on est en équipe. Et donc dedans, comment on met à plein, comment on établit ce qui est factuel, ce qui existe, sans aversion ni attachement, dans un premier temps. Ensuite, on vient un peu voir qu'est-ce qu'on apprécie le plus, Oui. et comment lui donner un peu plus d'importance à ces choses qui sont plutôt positives pour nous, et comment, avec les éléments plus négatifs, on vient s'en accommoder ou tout simplement trouver une technique, une parade pour l'imbriquer dans, par exemple, tu parlais de ludique. Comment faire en sorte que quand on déteste faire sa compta, on se dit, ok, je vais chercher un moyen ludique de faire quelque chose que je déteste pour pas que ça soit quelque chose que j'adore, mais quelque chose qui est faisable sans le subir. Comment je l'imbrique dans mon emploi du temps? Parce que je sais que, par exemple, moi, les matins, je suis un peu plus productive, les choses passent plus vite, je suis plus vive. Et bien peut-être de se caler ça sur peut-être 1 heure le matin au lieu de se le caler 3 heures l'après-midi parce que je suis plus lente et ça prend plus de temps et donc ça m'énerve encore plus, etc. Donc après c'est aussi de l'organisation de son planning. C'est l'organisation et puis c'est accepter aussi, ça, encore une fois ça dépend du travail que tu fais. Tout à fait. Si tu peux être, en l'occurrence, moi là, dans les bureaux, j'ai 8 heures à faire par jour. Je serai payé la même chose à la fin du mois, que je sois très proactif ou pas. Après, bien sûr, il y a un jugement de la part des managers. Évidemment, il y a des attentes quand même. Il y a des attentes qui viennent derrière. Mais si par exemple, ils me demandent un taf avec des objectifs, j'arrive à mettre la tête dans le guidon pendant 3 heures, toute la matinée, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, voire plus, en une matinée, en 5 heures au lieu de 8, je suis obligé de rester 8 heures au boulot. Ouais. Alors, donc en fait, à mon sens, il n'y a pas de récompense. De cette proaction. C'est pas quelque chose qui te parle en termes de récompense, qui te motive. Non, ça me motive pas parce qu'en fait, ça m'impose aussi un cadre. Oui. Dans un sens. Et c'est là où on revient, c'est là où toute la question se repose en fait, de se dire. De sortir du cercle vicieux, ouais, c'est ça. Ok. Pour conclure, j'aimerais beaucoup que tu me dises qu'est-ce que la liberté dans la vie personnelle, qu'est-ce que la liberté dans la vie pro, dans le max du max, de ce qui serait le mieux pour toi. Et puis tout simplement, qu'est-ce que tu mets déjà un petit peu en place actuellement pour gratouiller un petit peu cette liberté. Gratouiller un peu ça. En réfléchir. Réfléchis. Je mets des choses en place en fait, bizarrement. C'est l'inverse de ce que je faisais pendant mon voyage, pour mettre ça en parallèle. J'avais mis en place mon voyage, mais après à l'intérieur j'ai rien mis en place. Aujourd'hui j'ai mis en place un cadre professionnel et en fait aujourd'hui pour me sentir libre moi personnellement, je mets des choses autour en place. Donc si tu veux parler vraiment de choses très concrètes, je pars faire du sport, quand j'aime pas le sport individuel, je fais du sport avec des colocs ou collectifs. J'ai décidé de m'inscrire au théâtre et en fait de partir dans un processus un peu plus créatif qui me sort totalement de ce que je fais du travail. Pour rééquilibrer. Pour pas avoir la tête tout le temps dans le travail. Exactement. Et en fait, moi, ce qui me fait le plus peur dans le travail, et c'est ce que j'ai vécu avant de partir, c'est d'accepter, le cerveau est tellement fort pour ça, et de trouver en fait que les choses deviennent normales. Et en fait, c'est un peu le truc, j'ai eu aussi une chance d'avoir vu mes parents un peu avoir leur crise de la cinquantaine et de se remettre tout en question et en fait de me dire
en fait, c'est un peu le piège d'accepter ce qui se passe, et le cerveau va commencer à se dire en fait ça c'est bien, mais en fait ça c'est bien, alors que de base ce n'est pas forcément. Enfin, je sais pas si j'ai du mal un peu à m'exprimer, c'est un sentiment qui est assez compliqué à exprimer, de se dire je ne suis pas fait pour faire le travail de bureau et je le sais, et pourtant au bout d'un an, alors que je fais la même tâche depuis un an, me dire en fait j'adore, ou il y a ce truc là, alors que et foncièrement non. Comme si le cerveau s'était adapté dans une situation. Il s'auto-convainc. Il s'auto-convainc c'est un mécanisme de défense en fait, vis-à-vis de ce qui se passe pas bien. Donc ça, en prendre conscience, et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc, si je dois résumer, toi, ce que tu mets en place pour pouvoir gagner en liberté dans ta vie quotidienne, c'est de rééquilibrer entre les moments où tu es dans l'action, donc le sport, la créativité, où tu es dans l'expression de toi, avec la partie un peu plus laborieuse, travail objectif, pour qu'on ait une balance. Donc tu es capable d'accepter la partie laborieuse à condition qu'il y ait un pendant qui vienne équilibrer. Et donc, quelle est ta définition de la liberté dans ta vie personnelle et dans ta vie au travail? Bah ouais, mais en fait c'est super dur. C'est super dur à donner une définition. Elle n'est que la tienne. Elle n'engage que toi. Elle n'engage que moi, ouais. Bah ouais, hein, c'est chaud. Ouais, la liberté personnelle, je pense que c'est faire des choix en fait. J'en reviens au choix. En fait, c'est la liberté personnelle, c'est à partir du moment où tu as le choix d'avoir le choix. Ok. Et quelle est ta liberté professionnelle? Professionnelle, que je cherche à avoir ou à trouver en tout cas, j'ai pas de définition en fait. Pour l'instant, elle est in progress. Elle est in progress, exactement, parce qu'il y a plein de remises en question vis-à-vis de ça. De toute façon, c'est génial, travailler, de faire ce que je fais actuellement. En fait, tant que j'apprends, c'est ok. Ça aussi, ça fait partie de la liberté. Donc peut-être que la liberté professionnelle, c'est de continuer à apprendre chaque jour. Exactement. Super. Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Axel d'être venu partager son expérience et d'avoir illustré que la quête de la liberté est une aventure unique à soi et à son environnement. Si la vidéo ou ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me le faire savoir, et s'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Sur ce, belle vie à vous.